Nouvelle ère pour la liberté de la presse en RDC, en finir avec les années de prédation. Ce titre était un peu euphorique, traduisait nos espoirs pour un renouveau de la presse congolaise après les changements politiques intervenus dans le pays, à savoir une alternance pacifique de pouvoir au sommet de l'État, l'arrivée d'un nouveau président de la République, son discours de changement et d'ouverture en faveur de la presse et des médias, afin qu'ils puissent jouer leur rôle de quatrième pouvoir comme on l'a entendu. 12 mois après, le rapport que nous publions aujourd'hui porte un titre qui est totalement en contradiction avec ce que nous disions il y a une année. Le retour des prédateurs. Et ce titre exprime plutôt un sentiment général d'inquiétude, pour ne pas dire de déception, dans un contexte perturbé, bien évidemment par la pandémie du coronavirus, mais pas seulement. Dans ce rapport qui couvre la période du 2 novembre 2019 au 2 novembre 2020, GIED a enregistré au moins 116 nouveaux cas d'atteinte à la liberté de la presse qui sont venus s'ajouter aux 85 cas que nous avions enregistrés en 2019 et aux 121 cas que nous avions en 2018. Dans le rapport qui vous sera distribué, il y a tous les tableaux qui vous indiquent les différentes catégories d'atteinte à la liberté de la presse, et il y en a 9, le nombre de cas que nous avons enregistrés pour chaque catégorie et les évolutions d'une année à l'autre. Je ne voudrais pas entrer dans les détails parce que ce rapport vous sera remis tout à l'heure. Mais puisque nous commémorons aujourd'hui cet assassinat de nos deux confrères de RFI tués au Mali, permettez-moi de dire quelques mots sur les circonstances atroces de la mort de nos deux journalistes. Il s'agit de Papi Mahamba Mumbere, journaliste animateur d'une émission de sensibilisation sur la maladie Ebola, qui était diffusée sur les ondes de sa radio communautaire qui s'appelait la radio communautaire Luemba. C'est un territoire de Mambasa, pour ceux qui connaissent, dans la province de Lutu. Ce journaliste a été attaqué et tué à son domicile par un groupe d'hommes munis d'armes blanches, notamment des machettes et des couteaux, alors qu'il venait de terminer une émission sur la campagne de riposte contre cette épidémie qui a fait plusieurs morts. Après avoir cassé la porte de la maison, ces assaillants l'ont violemment pris à partie à cause de ces émissions, avant de le poignarder de plusieurs coups dans la poitrine et dans le ventre. Ceux qui ont vu le corps ont témoigné que tous ses intestins étaient dehors, la tête pendue et le crâne ouvert. Sa femme qui voulait secourir son mari a aussi été grièvement blessée par plusieurs coups de machette. Le corps sans vie du journaliste a été ensuite traîné au dehors dans la cour de son domicile, et c'est alors que les assaillants ont mis le feu à sa maison avant de disparaître dans la nature. Aucune enquête n'a été ouverte sur cet assassinat. Et je me rappelle avoir personnellement parlé de ce cas au président de la République lors d'une rencontre à Paris, en insistant sur l'envoi d'une mission d'enquête sur place, ne serait-ce que pour rassurer les autres journalistes qui étaient paniqués et qui avaient tous fui dans la forêt. Mais rien n'a été fait, jusqu'à présent. Le deuxième journaliste tué cette année s'appelle Bouira Boaliste, qui est directeur de la radio communautaire de Bakumboulé. C'est une station qui est née à Kalembe, en territoire de Oualekale, qui est à plus ou moins 30 km de Goma. Ce journaliste a été enlevé le 16 juin par des miliciens armés sur la route Kalembe-Pinga, dans la localité de Bushimo. Pendant qu'il revenait de la cité Peki,
où il était allé ouvrir une autre station de sa radio à bord d'une moto. Il était accompagné de 2 autres personnes. Ces 2 accompagnateurs ont été libérés quelques heures après, mais le journaliste a été pris en otage. Dans les heures qui ont suivi son enlèvement, ses ravisseurs se servaient de son téléphone pour appeler sa famille, à qui ils exigeaient une rançon de 5 000 $ américains avant de le libérer, en menaçant de le tuer s'il ne recevait pas cet argent dans les 48 heures. Selon nos sources, sur les 5 000 $ qui étaient exigés, la famille du journaliste ainsi que ses collègues n'ont pu réunir que 400 $, qu'ils ont d'ailleurs envoyés aux ravisseurs, donc à ces militaires. Mais le vendredi 19 juin, ces hommes ont envoyé un message à la famille, toujours avec le téléphone du journaliste, annonçant qu'il venait de l'exécuter. Et juste après cette annonce, ils ont coupé tout contact. Le corps du journaliste n'a jamais été retrouvé jusqu'aujourd'hui. Et donc nous ne savons pas si ce journaliste a été tué d'une balle dans la tête, s'il a été égorgé, ou s'il a été enterré vivant, comme c'est de pratique parfois dans ce coin du pays. Pour ce cas aussi, nous avons saisi par écrit les autorités provinciales et en réservant copie à certaines autorités nationales, je pense le ministre de la Communication, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Droits humains avaient reçu copie de cette correspondance que nous avions envoyée au gouverneur de la province. Et ici, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour poser une question qui va peut-être choquer certains. Peut-on imaginer un instant que ce journaliste, si c'était un journaliste français, américain ou belge, qui avait été enlevé par ces miliciens, exécuté de la sorte, quelles seraient les réactions du monde et de leur propre gouvernement? Alors, comment expliquer cette indifférence face à des assassinats aussi ignobles des journalistes? À côté des journalistes tués, nous avons documenté au moins 40 cas d'arrestation et de détention au cours de cette année. 40 cas. Les journalistes qui ont été arrêtés, détenus pour de plus ou moins longues périodes. Cela veut dire au moins 40 fois en 12 mois, quelque part à Kinshasa ou en province, une porte de prison ou d'un cachot s'est ouverte pour se refermer derrière un journaliste qui a passé des jours, des semaines ou même des mois dans des conditions de salubrité que nous connaissons de nos cachots et de nos prisons, et que sans doute il était en compagnie des Koulouna, des criminels et autres bandits de grand chemin pour avoir fait son travail de journaliste. En d'autres termes aussi, 40 fois, quelqu'un, certainement un responsable politique, un général ou un colonel, a donné cet ordre d'arrêter les journalistes qui dérangent. Et on sait un peu, comme disent les Chinois, comment ça se passe parfois. Au Mukamate, ça, au Mukamate, et puis on va prendre le journaliste dans quelles conditions, on le jette en prison. Les Mukamate, ça pouvait être aussi Mupike Massat, comme ça arrive souvent aussi. Et donc, il y a des gens identifiables qui donnent des ordres d'arrêter des journalistes et parfois de tuer les journalistes. À côté des arrestations et des détentions, qui sont trop voyants, parfois trop visibles, les bourreaux de la presse utilisent des menaces, parfois des menaces graves de mort, qui précèdent généralement le passage à l'acte. Dans ce cas, le pauvre ou la pauvre journaliste prend peur et est obligé de fuir, d'abandonner famille, femmes et enfants pour vivre dans la clandestinité pendant des semaines, voire des mois, afin d'échapper à la mort. À l'heure où nous parlons, il y en a au moins 3, dont une femme, journaliste, qui sont partis de chez eux depuis plusieurs semaines
et qui se cache quelque part. Il s'agit de Bio Malenga, directeur de radio Ngoma ya Amani de Barata, station émettant dans le territoire Fizi et qui est correspondant de BBC Afrique dans cette partie du pays, qui a reçu une série de menaces faites par des rebelles burundais, semble-t-il, et par certaines personnes identifiables, qu'il accusait d'être de connivence ou d'être au service du groupe Mai Mai qui écume l'Est de la RDC. Il y a aussi le cas de ce journaliste qui s'appelle Ghislain Bakunyembaka, qui est journaliste et rédacteur en chef de la radio Tulungane à Minembwe, dans la province du Sud-Kivu, qui depuis le 28 août a été contraint de vivre aussi dans la clandestinité, en laissant derrière lui désemparé sa femme et un bébé de 2 mois. Le dernier cas de menace grave qui est dans notre rapport, il est celui de Rosène Kalafulo, la rédactrice en chef de la radio communautaire indépendante Pôle FM, qui émet à Goma, et qui vit en clandestinité depuis le 8 octobre 2020. Des témoins lui ont confié avoir surpris une conversation au cours de laquelle des hauts gradés de nos forces armées auraient menacé de s'en prendre à elle pour avoir posé, lors d'une conférence de presse tenue par le président de la République, vous vous souvenez peut-être, d'avoir posé une question sur les activités commerciales de certains sous-officiers de l'armée congolaise et celui leur probable lien avec des groupes armés. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, derrière chaque violation ou atteinte à la liberté de la presse, il y a une victime et il y a un bourreau. Derrière les chiffres muets que nous publions sur le nombre de journalistes tués, arrêtés, battus ou menacés, il y a des hommes et des femmes qui ont souffert dans leur chair ou qui ont payé de leur sang pour avoir fait leur travail d'apporter aux autres les informations dont ils ont besoin. Pour ces hommes et pour ces femmes, les minutes de silence, les condoléances ou le discours navré ne suffisent plus. Nous devons avoir le courage de pointer du doigt ces méchants, ce que nous appelons les prédateurs, et exiger que justice soit faite. La justice pour eux-mêmes et pour leurs proches, pour les proches qui ont perdu un être cher. Année après année, les différentes statistiques de menaces et de violences que subissent les professionnels de médias dans leur travail indiquent que le métier d'informer aujourd'hui dans notre pays constitue l'un des métiers les plus à risque pour ceux qui l'exercent, comparativement à d'autres corps de métier. Les journalistes congolais sont de plus en plus soumis à des pressions terribles, politiques, économiques, juridiques et judiciaires. Arrêter un journaliste ou fermer un média, c'est devenu un fait banal de notre société. À côté des violences physiques, il y a des pressions institutionnelles, à travers notamment les lois et les décisions judiciaires qui réduisent de manière drastique les libertés des journalistes. Sur les 116 cas que nous avons enregistrés cette année, plus de 70% de ces violations sont le fait des autorités politico-administratives, c'est-à-dire soit les gouverneurs de province, les administrateurs de territoire, ou des services de sécurité, en l'occurrence l'ANR, qui a repris du service après un temps de crise. Alors, que faire pour l'avenir dans ce contexte mondial perturbé par la pandémie, et c'est par là que je vais terminer. Dans une étude qui a été rendue publique fin mars 2020 sur les débuts et la propagation du coronavirus, sur les tentatives d'étouffer ou de minimiser l'ampleur de la crise sanitaire, des chercheurs concluent que si la presse chinoise était libre, le coronavirus ne serait peut-être pas devenu une pandémie, accusant du coup la Chine d'être directement responsable de l'ampleur de la crise sanitaire. En d'autres termes,
si les journalistes et les médias de ce pays étaient libres de faire leur travail, notamment en alertant sur la découverte des premiers cas, des millions de vies auraient sans doute pu être épargnées et l'épidémie ne serait peut-être pas devenue la pandémie mondiale qu'elle est devenue. Ce qui est mis en cause ici, c'est le contrôle des médias et la censure imposée par les autorités chinoises. Cette grave conclusion permet de souligner une fois de plus l'importance de la liberté de la presse, qui est essentielle pour une démocratie, mais qui peut aussi sauver des vies. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Clévis pour cette présentation. Le tableau il est ce qu'il est et vous comprenez pourquoi dans le déroulé du programme, il avait été prévu cette intervention, l'exposé du substitut du procureur pour voir dans quelle mesure il faut imaginer des solutions de justice pour réparer toutes ces atteintes et remettre dans leur droit les victimes. Mais nous allons quand même passer au troisième moment, le deuxième n'étant pas venu. Nous allons donc appeler Madame la directrice adjointe et intervieweuse pour son nom, Madame Noémie Kilembe. Vous avez la parole. Avant toute chose, permettez-moi, au nom du directeur pays d'Internews, qui ne peut se joindre à nous car en déplacement dehors du pays, de remercier Journalistes en danger qui nous donne la parole sur cette tribune en cette journée où le monde entier célèbre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Chers honorables, Son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Son Excellence Monsieur le ministre des Droits humains, chers membres de la presse, chers invités en vos titres et qualités respectifs. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Internews est une organisation non gouvernementale qui travaille sur les questions d'information des communautés dans une quarantaine de pays à travers le monde. En partenariat avec les médias locaux, Internews améliore l'accès et la qualité de l'information disponible pour les citoyens et communautés. Dans un esprit d'innovation et d'entreprise, Internews facilite l'adaptation des médias classiques et des nouveaux médias numériques aux besoins en information des populations vivant dans un environnement difficile. Présent en République démocratique du Congo depuis 2011, Internews met en œuvre plusieurs projets dans le domaine des médias et de la participation citoyenne, notamment celle des femmes, appuyée entre autres par l'Agence américaine de développement, l'USAID, la Commission européenne, la coopération suédoise, la coopération suisse, l'USAID ou encore le département d'État américain. Les activités d'Internews en RDC ont pour but d'appuyer le plaidoyer des organisations de la société civile congolaise pour la liberté de la presse et l'accès à l'information, former les journalistes, renforcer les capacités des radios communautaires et favoriser les échanges d'informations entre décideurs publics, journalistes, organisations de la société civile et citoyens. C'est dans le cadre de son programme Media Sector Development Activity, MSDA en sigle, qui est un programme financé par l'USAID à travers FSI 360
ainsi que par les coopérations suédoises et suisses, Internews appuie une grande partie des activités de GED, dont le monitoring de cas d'atteinte à la liberté de la presse qui donne lieu chaque année à une publication du rapport présenté tout à l'heure. Ce programme structurant de 5 ans vise à promouvoir un secteur des médias plus ouvert et plus dynamique, contribuant à des institutions plus réactives et transparentes. Au travers de ces actions, GED promeut et défend la liberté d'informer garantie par la Constitution. Exercée de manière professionnelle, la liberté d'informer permet tout simplement aux citoyens et aux gouvernants de disposer des informations nécessaires pour une prise de décision efficace. Les médias d'information contribuent à expliquer et à surveiller l'action publique, notamment les actes de mégestion, de corruption, et organisent le débat entre décideurs publics et citoyens. Les médias indépendants contribuent également à l'information des décideurs publics au travers des informations diffusées sur les réactions et priorités des citoyens, ainsi que de la possibilité qui est offerte d'expliquer et de débattre des décisions publiques avec les citoyens et leurs représentants, qui sont notamment les parlementaires, tout comme aussi les membres de la société civile. Ainsi, la liberté d'informer, comme la liberté d'expression, contribue à l'amélioration de la gouvernance, de l'état de droit et des politiques publiques dans un système démocratique efficace. C'est la raison de l'appui du programme MSDA aux activités de GED qui ont mené à la publication de ce rapport annuel présenté aujourd'hui, un véritable baromètre de la situation de la liberté de la presse ici en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci Madame la directrice adjointe. Le dernier de nous, c'est pas l'intervention du ministre d'État, comme vous l'avez dit, mais après le rapport tel que dépeint par GED, on va quand même donner la parole au ministre des Droits humains pour un commentaire sur le rapport qui a été brossé ici. Excellence, Monsieur le ministre André Lippé, vous avez la parole. Merci pour la parole. De prime abord, je m'en vais remercier le journaliste en danger pour son engagement citoyen. Notre pays en a besoin. Remercier également les responsables de l'INPC qui sont dans la salle. Et par-delà, remercier toutes ces organisations partenaires qui soutiennent les journalistes en danger dans cette mission. Vous vous en doutez bien, le Congo de nos rêves ne peut pas exister sans une presse libre. Je voudrais préciser une chose en profitant de l'opportunité qui m'est offerte ce jour pour dire qu'il est reconnu dans les classiques, je dirais bien pas les doctrinaires, qui militent pour les questions, ou sinon la saptérelle question de la liberté de la presse à travers le monde en particulier, et pour le respect des droits de l'homme en général, que les seuls mécanismes qui soient efficaces pour protéger les droits humains, c'est le mécanisme juridictionnel. Alors, il y a une problématique aujourd'hui dans notre pays. Moi, je crains qu'après 2 mois, 6 mois, 12 mois, ou après 2 ans, que l'on revienne encore
dans un cadre comme celui-ci, que journalistes en danger fassent le même réquisitoire. Je voudrais d'ailleurs dire, sans peur d'être contredit, que je n'ai parlé que de 2 ou 3% de ce que je connais. Peut-être par décence, peut-être par souci de préserver la sécurité ou sinon les vies de certains journalistes. Je n'ai pas tout dit. Parce que moi-même, j'ai des cas documentés que je pourrais mettre d'ici là à la portée du public, ne serait-ce que ou de façon particulière à ce qui concerne la situation ou les droits de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Il y a recul. Moi, je ne pense même pas que depuis lors, il y a eu un progrès. Il n'y a pas de progrès. Et vous savez pourquoi? Je l'ai peut-être dit à un terme technique, le mécanisme juridictionnel. En d'autres termes, le fait que le procureur qui devrait parler ici ne soit pas là, je me pose la question. Parce qu'ici, chez nous, le parquet est tellement hiérarchisé, un substitut du procureur, est-ce qu'à un moment donné, on ne lui a pas dit, bon, vous voulez vous lasser là où il ne fallait pas. Disons les choses telles qu'elles sont. Parce que normalement, dans un état de droit, j'ai attendu les responsables des jeux de dire que dernièrement, il a échangé avec le chef de l'État, notamment sur la situation de ce journaliste qui a été tué à Nituri. Non, c'est comme hier. L'ancien président, et peut-être avant lui, et pourquoi pas par rapport au prochain président. Le président de la République, oui, il est garant du bon fonctionnement de l'institution, mais dans un cadre où il y a séparation du pouvoir, je ne pense pas, malgré la bonne foi du ministre d'État qui est là, qu'il pourrait se substituer au cours des tribunaux. Pas plus que nous qui sommes au ministère des Droits humains, moins encore notre collègue en charge de la justice. Alors la vérité et la vraie, c'est quoi? De façon systématique, depuis que je suis au ministère des Droits humains, je fais un effort d'écrire personnellement aux différents procureurs, en commençant par le procureur général près la Cour de cassation. Les derniers cas en date, je pourrais vous en citer 5, parce que nous devons parler vrai, au risque de se retrouver chaque fois à ce genre d'occasion, comme pour faire du théâtre, puis après on s'en va et puis ça reste. Le gouverneur de la Mongala se réveille un matin, parce que devenu gouverneur, il se permet même de radier les journalistes. Depuis quand nous qui sommes du pouvoir exécutif avons le droit de dire aux journalistes que vous êtes radiés ou de procéder par des voies de fait, parce que jusqu'à la preuve du contraire, je ne pense pas que sur le plan du droit, on peut nous opposer qu'un tel fait de sa part, un fait de presse de circuit, pourrait avoir un fondement légal en droit positif congolais. Vous avez les cas du journaliste, excusez-moi, du gouverneur actuel du Sankourou. En plein meeting au stade, devant témoins, des milliers de personnes, il fait venir les journalistes, les torturer au grand jour. Au moins pour ce cas, l'auditeur militaire, l'auditeur supérieur militaire de l'ex-Kassai oriental a lancé une invitation et il a préféré revenir vers Kinshasa pour ne pas avoir affaire à ce procureur militaire. Il y a plusieurs d'autres cas où je vis que les autorités, aussi bien au niveau national que provincial, étaient prêtes à tout, comme on l'a dit ici par journaliste en danger. Il y a un autre cas, je crois, d'une dame qui travaille pour Actualité CD, qui a été pourchassée par des hommes armés, et ça coïncidait avec un article qu'elle a publié concernant une situation, je crois, dans la province du Kasaï oriental. Ces faits nous ont été également rapportés par des organisations de journalistes. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Par-delà nos frontières, il y a même un Congolais qui, lui, s'est vu simplement licencié au Sénégal de façon abusive. Je me suis dit, peut-être parce qu'il est Congolais, bon, peut-être parce qu'il est africain noir comme nous,
Parce que je ne pense pas, comme on l'a dit ici, cette indifférence, on le ferait comme ça par nos partenaires européens qui travaillent pour BBC ou que ce soit. Encore une fois, ces Congolais, à pays étranger, s'est retrouvé un matin sans emploi, simplement parce qu'il a fait son travail. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, la vérité, je le répète, pour que nous restions dans cette affaire, je propose à nos partenaires des jeunes la possibilité de voir le moment venu de ce genre d'échange avec les hauts responsables de la magistrature, surtout du parquet. Vous organisez une sorte d'échange, parce que même nous au gouvernement, et ils sont indépendants vis-à-vis de nous. On ne leur dénie pas, c'est l'accord que c'est la Constitution qui le dit, mais vous voyez comment, parce que les organisations comme les vôtres, vous avez ce droit d'échanger avec tous les pouvoirs de l'État. Approchez-les avec ces cas. Faites-les savoir à l'opinion que nous avons été personnellement avec eux. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas le président de la République, pas plus que le Premier ministre, et moins encore le ministre Erickson, qui pourrions effectivement suivre pas à pas ce que doivent faire les magistrats. Et dans notre pays, il y a cette réalité malheureuse, ce que le magistrat, jusqu'à la preuve du contraire, n'a pas pris conscience. C'est ça la vérité. Si nous voulons le respect des droits de l'homme en général et le respect de l'exercice de la liberté de presse, les magistrats doivent se montrer intransigeants, incorruptibles, prêts à ouvrir des informations judiciaires chaque fois qu'il le faut. Peu importe la situation. Vous allez voir, vous allez constater, excusez-moi, vous allez constater que petit à petit, les prédateurs dont on parle vont commencer à hésiter, à réfléchir. Si aujourd'hui un gouverneur apprend qu'à la cour, au parquet près la cour des parquets général près la cour de cassation, il y a une information judiciaire, parce qu'à la Mongala, vous avez, sans qualité ni droit, ordonné la fermeture des radios, mais celui d'une autre province se réfléchira par deux fois. C'est là où il faut s'adresser. Le président de la République peut garantir, il peut dire oui, c'est ça ma volonté, je ne doute pas de la bonne foi du président. Mais le président ne peut pas suivre chaque cas, c'est impossible. Or, il y a des gens, des Congolais qui sont payés par vous, par tous les Congolais que nous sommes, pour effectivement protéger les droits humains. À strictement parler, ce sont les magistrats. Il n'y a que par leur action, comme ce qui doivent dire les droits, que nous pourrions réussir à faire reculer ce que l'on décrit ce jour. C'est juste ce que j'avais à dire. Moi, j'insiste là-dessus. La prochaine fois, moi, je propose que dans un cadre multilatéral, j'ai de nous inviter, ou l'INPC, on invite les magistrats, que nous parlions sans état d'âme, qu'ils nous disent, depuis qu'ils sont là, prenons même les 5 dernières années, quels sont les cas qui ont été pris en charge par les parquets. Ne serait-ce qu'en termes d'instruction préjudiciaire, qu'ils nous disent, nous avons instruit, on a fixé l'affaire, mais au niveau du juge, que l'affaire n'a pas connu de suite. Vous n'en aurez pas. On passe ça comme des faits divers. Nous les disons, nous comme avocats, parce que c'est d'abord mon métier, je sais comment ça se passe dans des parquets. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes dans un pays où le magistrat, quand il y a un dossier, où on ne parle pas argent ou intérêt quelconque, que les magistrats ne sont pas pressés. Ça, c'est de un. Deuxième cas, le dossier n'a pas été ordonné sur le plan, je dirais, politique. On n'a pas dit au niveau du pouvoir exécutif, il faut vous occuper du dossier. C'est comme ça que vous irez dans nos prisons. Vous allez trouver des gens qui sont là-bas 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans dossier. Pourquoi ces gens-là se retrouvent sans dossier? À partir du moment où on est par exemple à Nituri, un substitut qui est là, bon, on lui donne un dossier, modèle monsieur qu'on a tué à Mambasa, bon, c'est tout. C'est à se demander même l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires fait quoi? Parce qu'en principe, on ne peut pas se retrouver avec autant de pouvoir et ce pouvoir-là n'est pas contrôlé. Les magistrats dans notre pays, la Constitution les reconnaît. Détendu du pouvoir considérable, mais personne ne contrôle. C'est ça la vérité. C'est comme ça qu'on a des situations où, même quand il y a déni de justice, parce que le fait c'est pour un magistrat, de ne pas donner suite à des dénonciations, à des plaintes,
Ça s'appelle tout simplement déni de justice. Je suis en train d'arrêter mon frère. Mais permettez que je dise ce que je vais dire. Tant que nous n'allons pas prendre conscience par rapport à ça, la prochaine fois que je pourrais encore réorganiser ce genre de choses, je préfère moi ne pas venir parce que ça sera toujours une sorte de théâtre. Bon, on se réunit comme ça dans un cadre comme celui-ci. S'il y a de l'eau, on prend et puis on s'en va. Mais après, dans l'arrière-pays où moi je suis né, la situation reste la même. Le paysan d'à côté, personne ne peut l'écouter parce qu'il n'est pas connu. Et finalement, le pays risque de ne pas exister un jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Je pense que Jean Bertrand, la solution est intervenue du côté du parquet. Ok. On va donc terminer par l'audition du ministre d'État et ministre de l'Information, de la Communication et Médias. Excellence, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, en vos rangs, qualité des titres respectifs, mesdames et messieurs de la presse, monsieur le secrétaire général de GED, pas facile de succéder à un collègue aussi brillant en matière de droits de l'homme qu'il est mon collègue Liké. Il est dans le concret. Je suis dans la réflexion. C'est ce à quoi je vais m'atteler tout de suite. C'est pour moi un devoir et un plaisir partagé de me joindre à vous à l'occasion de la célébration de la Journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes et choisi par GED pour la présentation de son rapport sur l'état de la liberté de presse en 2020 en République démocratique du Congo. Je voudrais avant tout saluer le travail citoyen, utile et nécessaire abattu par GED, un témoin vigilant et un partenaire de premier plan pour notre gouvernement. En effet, ce travail permet non seulement de dresser des statistiques, mais surtout de tirer la sonnette d'alarme sur des situations limites afin que nous nous investissions tous ensemble dans l'amélioration de l'environnement du travail des professionnels des médias. À ce sujet, il convient de rappeler que des pas importants ont certes été franchis sur le chemin de la conquête de liberté d'expression, de la presse et de l'accès à l'information dans notre pays, mais parfois au prix de multiples drames et sacrifices. Un simple regard rétrospectif suffit pour s'en convaincre. Aujourd'hui, il convient de rappeler, en dépit de la situation singulière que traverse notre pays, tout comme plusieurs autres pays à travers le monde, dans le contexte de ce nouveau monde où nos concitoyens sont de plus en plus victimes des ravages causés par des rumeurs et des fake news véhiculées de manière parfois irresponsable, tant sur les réseaux sociaux que dans certains médias globaux, contexte auquel s'est ajouté le fléau de la pandémie de la Covid-19, l'accès du gouvernement à la matière demeure certes imparfaite, mais bien différente à plusieurs égards de ce qui existait avant. En effet, à la suite de l'engagement solennel du chef de l'État de faire de la presse véritablement le quatrième pouvoir dans notre pays, le gouvernement s'emploie à consolider les acquis, à conforter les libertés, à améliorer les faiblesses constatées et à dessiner de nouvelles perspectives. C'est ainsi que la censure, les restrictions, les coupures d'Internet, la fermeture des médias, la confiscation des matériels des journalistes ou la détention de ces derniers sont devenus des faits isolés, sinon exceptionnels. Certes, l'on déplore encore ici et là quelques cas de journalistes assassinés ou arrêtés, mais cela relève souvent plus de considérations autres que celles liées nécessairement
à l'exercice de leur profession ou du fait des pouvoirs publics, et en particulier celles liées à l'éthique et au respect de la déontologie. Dans le même temps, le gouvernement s'investit chaque jour davantage dans l'amélioration des connaissances et des conditions sociales des journalistes, dans le renforcement de leurs capacités et dans la mise en œuvre de normes éthiques et juridiques pour une utilisation optimale de la liberté de la presse. L'ouverture des médias à toutes les tendances politiques. Les récents efforts couronnés de succès de mon ministère dans la réhabilitation de plusieurs agents injustement déclassés ou dans le rajustement du barème salarial au sein des entreprises sous ma tutelle, sans oublier l'assainissement dans le secteur de la TNT, pour ne citer que ces exemples, témoignent bien de cette volonté affirmée du gouvernement d'essayer de faire mieux. À tout cela s'ajoute la lutte pour un ajustement des pratiques en la matière en vue de la production d'une information objective, responsable et socialement utile. L'objectif poursuivi étant de voir la légèreté et la complaisance céder la place à la rigueur et à la responsabilité au sein de la corporation, car on ne le répétera jamais assez, la liberté d'expression et de la presse sont un droit garanti par notre Constitution, certes, mais sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits de tous. Le nombre impressionnant d'entreprises de presse, l'engouement pour le métier de journaliste et la vivacité des débats dans les médias ne doivent pas faire illusion pour être l'arbre qui cache la forêt. Mesdames et messieurs, ce petit aperçu illustre bien la volonté du gouvernement dans la promotion des médias et dans l'amélioration du cadre d'exercice de la liberté de presse. Toutefois, nous sommes conscients que tout n'est pas aussi rose qu'on le souhaiterait. C'est pourquoi, malgré la pandémie du coronavirus, il est prévu dans les prochains jours l'organisation des États généraux de la presse avec le concours des professionnels des médias et des autres forces vives de la nation, ceci au regard des dispositions qui donnent à mon ministère les prérogatives de conduire la politique de la nation en matière de communication, et ceci puisque l'on ne peut pas faire le bonheur des gens, ou on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux ou sans eux. Les résultats qui se dégageront de ces États généraux, où il sera question de passer en revue la situation générale de la presse dans notre pays, du financement à la protection, en passant par la réhabilitation du statut de journaliste, de l'éthique, de la dépénalisation des délits de presse, devront être reçus comme autant de solutions ouvertes dans la manière idoine d'exercer le droit à la liberté de la presse et de faire jouir à tous nos compatriotes cela. Je voudrais terminer mon propos en invitant GED et les autres partenaires à prendre davantage conscience de la nécessité pour notre pays de disposer d'une presse de qualité, tant dans son fonctionnement que dans ses pratiques quotidiennes. J'entends veiller à la clarification des limites entre les nécessités de la sécurité publique et celle du droit à l'information. Je pense ici à la situation évoquée par mon collègue tout à l'heure, dont j'ai été saisi également, celle qui a vu une autorité provinciale s'arroger les prérogatives du CESAC ou même des prérogatives qui relèvent de l'administration, de la communication et des médias pour faire valoir des points de vue qui sont pourtant loin des aspects journalistiques. J'encourage donc les journalistes, détenteurs et dépositaires de l'information à partager avec responsabilité et à exercer leur métier dans la sérénité. De cette manière, les débats dans l'espace socio-économique et dans les interactions citoyennes seront propices à impulser le développement collectif et l'intérêt général pour une société de paix plus juste et plus inclusive. Je vous remercie. Merci. On est arrivé à la fin de l'interview. On va procéder à
la remise et quelques rapports de manière solennelle. Donc, le secrétaire général que je vais remettre quelques autorités sur place, très solennellement un rapport annuel. Après quoi fonctionnera un cocktail, et pendant le cocktail, les services de jeu pourront continuer à distribuer à tous les participants ce rapport. Merci beaucoup. Excellent. Ok. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Mais comme nous avions commencé par l'hymne national, on doit terminer aussi par l'hymne national. S'il vous plaît, chœur, l'hymne national pour terminer. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Laissons-nous forts, longtemps couverts, et pour des bons, traînons le plus de l'élan, dans la paix au plus perdant. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Le sacre de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté, contre embellir, désailler au pays, bien-aimés, nous peuplerons tout seuls et nous assurerons, grandeur, au doux soleil, trop joie du 30 juin, jour sacré, salutamoire, jour sacré de liberté, serment de liberté, que nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Ok. Encore une fois, merci d'être venu et bonne suite de journée à tout le monde.